Salut à tous, épisode 5 de Fabio Aru et les ragazzi, cette carrière à dominante italienne on va dire, sur critères personnalisés dès le départ. On va faire évoluer cette carrière. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Virage à 179 degrés, c'est parce que c'est quasiment un virage à 180. Et vous allez comprendre pourquoi. Il fallait trouver un objectif à cette série pour éviter de doublonner d'une quelconque manière. Avec l'autosoudal, je vais l'évoquer juste après, il faut pas jouer les mêmes courses. Il y a le Team Silent, le fameux défi, les gens du Discord le savent, les autres découvriront prochainement en vidéo ce qu'il en est. Là aussi, on va essayer de pas doublonner, je développerai plus tard. Et puis évidemment, l'arrivée de Trek, très rapide, qui va nous faire devoir abandonner le cas Moschetti avec cette équipe-là. Parce que Moschetti sera plutôt développé avec Trek, faut être honnête. Et Movistar, qui est plutôt une carrière avec un angle de vision espagnol qui implique des petites spécificités. Vous avez vu Andalousie, Valencia, etc. Et puis comme ça aussi d'autres projets en fait, d'autres projets à chaque fois. Donc c'est un petit peu ça l'objectif, c'est de pouvoir varier ce qui est proposé. Je vais essayer aussi autant que possible. Voilà, on aperçoit, c'était l'Amstel Gold Race à l'épisode précédent où Van Der Poel nous avait fait une Van Der Poel avec Lutsenko qui lève les bras, le pauvre. L'idée serait aussi d'essayer d'être plutôt à 4 endroits du calendrier les plus différents possibles en permanence dans l'avancement global de mes 4 séries, voire 5 quand je développerai le défi Silent, mais ça vous en entendrez parler. On a fait une draft, etc. sur le Discord. On est pas mal de gens impliqués là-dedans, c'est assez rigolo. Donc, plus de précision plus tard. Sur la flèche, on avait avec Gianni Moscon tenté notre chance, puisque sur mur de 8 pur, avec tout le monde qui part à égalité, les favoris avec Moscon, c'est pas la peine. On n'est pas assez développé à ce stade-là. Après, il y avait eu ce petit regret que j'ai, c'est de ne pas avoir peut-être donné le coup de pédale en plus vis-à-vis de Lutsenko, mais est-ce que pour autant Roglic Woods ne nous aurait pas cueilli? Est-ce que Dan Martin ne nous aurait pas pris? Est-ce que Alaphilippe ne serait pas revenu du diable Vauvert? Parce que c'est ça qui s'était produit. Retour immense d'Alaphilippe avec tout le monde qui cale en fait. Et au final, Moscon qui est un peu mal payé de ses efforts sur cette course, mais c'est pas grave. C'était sympa aussi de voir que le jeu a très très bien répondu. 7ème place pour Gianni Moscon. Vous pouvez espérer un petit peu mieux. Dans la foulée, et avant de me projeter sur la suite et de vous expliquer vraiment tout le projet, je voulais quand même faire un petit tour ça s'appelle le Giro dell'Appennino. C'est le Tour de l'Apennin. C'est une épreuve qui est rigolote, c'est une course d'un jour. Donc les joueurs de PCM notamment et les passionnés de cyclisme connaissent. Mais elle a vraiment de l'intérêt parce que je trouve que même malgré sa classification globale en plaine, elle laisse une part belle aux punchers pour essayer de s'imposer. Le plateau, allez, après tout, n'est pas ridicule. Il y a quelques bons coureurs en face. On notera Gorka Izagirre, Omar Fraile. Il y a comme ça un petit peu d'adversité. Certes, pas à la hauteur d'autres courses. Mais c'est une 1.1 qui est assez intéressante. Voilà. Elle me plaît bien. On va surtout constater un scénario où la course a explosé assez rapidement pour avoir moins d'une trentaine de coureurs très très loin de l'arrivée. Il y a eu pas mal de cassures, c'était assez nerveux. Il y a des gens qui derrière essaient de revenir mais ne reviendront jamais. Et puis il va y avoir surtout un petit jeu pour essayer de s'échapper qui va être délicat, et tant mieux. Tant mieux. Donc on aperçoit notamment Astana qui est quand même assez bien représenté sur cette course-là. J'avais tenté un départ avec Gianni Moscon, tu parles, c'est largement repris. L'inénarrable Visconti, l'ancien, le vétéran, est bel et bien présent sur cette course. Et on sait que dès qu'il est présent, il punch à foison. Il est toujours présent le Visconti, il est dangereux. Voilà, donc du coup, j'ai aussi l'option Moschetti au sprint. Et puis il y a une troisième option, ce serait éventuellement Fabio Aru qui arriverait à sortir et à s'isoler peut-être et conclure. Donc j'ai trouvé qu'elle était intéressante à jouer. Pour le coup, je ne l'ai pas joué souvent, cette course, donc le Tour des Apennins, mais je la rejouerai volontiers un de ces jours, parce que je l'ai trouvé assez sympa. Donc là, on va retenter notre chance ici, un peu au panache, Gianni Moscon qui sort, mais il a été pris, ça sert à rien de s'épuiser. Du coup, peut-être je me dis, allez, je rebascule
Je me dis, bah, peut-être plutôt Moschetti, alors finalement. Et si Fabio Aru tentait une contre-attaque, voilà. Contre-attaque de Fabio, qui d'ailleurs rapidement se retrouve contré, hein, il se fait contrer lui-même. Hein. Donc il va falloir essayer de rentrer. Après, Haru est capable, hein, voilà, il lui en restait un petit peu sous la pédale, mais par contre là, il semblerait que c'était un écart relativement définitif qui s'était fait à cet endroit, puisque les 4 hommes de tête vont prendre de l'avance, et derrière, c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui a beaucoup de force ni de gros intérêt pour rouler devant. Ça attaque très très opportunément au moment où j'étais sur l'arrière. Fabio Aru se fait surprendre donc. Derrière moi, quand je vois qu'il y a un écart assez important, j'ai tendance à rouler. Attention, hein, parce que j'ai peur en fait que Haru se fasse cueillir. C'est pour ça que j'ai tendance à rouler, mais avec 2 minutes là, il semblerait que ce soit ficelé. Alors je roule quand même au cas où ça s'arrêterait devant, parce que je sais que Mosquet il peut nous régler tout ça au sprint. Et puis on va essayer de la jouer fine, ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce que les coureurs qui sont avec Fabio Aru ont tous la capacité, plus ou moins, et peut-être pas Camp, mais les deux autres ont vraiment la possibilité de le taper sur un final comme ça, plat. Il n'y a, il y a pas du tout enfin, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est plutôt sympathique. Allez, on est proche de l'arrivée. Je pense qu'il va falloir peut-être tenter quelque chose du côté de Haru, et surtout que derrière, voilà, vous le voyez devant, c'est en défaillance, quoi. C'est en défaillance. Ils sont beaucoup donnés, les membres de l'échappée, et du coup, je me lance. J'ose le truc, il y a un virage à gauche, et après, il y a un deuxième virage à gauche, d'ailleurs, encore, et derrière, c'est la ligne d'arrivée pour Fabio Aru qui s'impose comme ça en solitaire sur ce Giro dell'Appennino. Voilà. Donc, course dont le résultat nous intéresse beaucoup moins que le scénario, que j'ai trouvé assez plaisant. Donc, c'est pour ça que je l'ai inclus dans ce résumé-là. Allez, maintenant, on va se projeter sur la suite. Donc, je vous ai dit, nouvelle orientation pour cette carrière. Il fallait pas essayer en tout cas de doublonner le moins possible. Après, le jeu est le jeu. Hein. C'est sûr, quand vous faites une année, forcément des points communs entre les parties. Hein. Mais voilà, j'avais envie d'essayer de ne pas doublonner. Il y avait cet objectif, donc Appennino, objectif sponsor. Prochain, c'est les championnats d'Italie. Euh, on va donc pouvoir se projeter sur ce qui suit. C'est le Giro, en théorie, on est d'accord. C'est aussi la question des dossiers, dans un premier temps. Donc, j'ai réfléchi. Je pouvais aller essayer de consommer 30 points de transfert directement sur une superstar. Bon, j'aurais pu prendre Van Der Poel, en fait. Ça n'avait aucun sens dans la partie. Ça n'avait strictement aucun sens. Je me suis donc orienté davantage sur des régènes. Je me suis dit, essaye d'ouvrir à des régènes, voir un petit peu comment cette équipe évolue en restant encore une année au moins, peut-être plus d'ailleurs, en Continental Pro. Et peut-être par contre essayer d'ouvrir ça pas seulement à des Italiens, c'est ce qu'on verra juste après. Donc dans un premier temps, je sélectionne comme ça de Scarponi et Balan. Les noms nous font rêver, hein, ça rappelle plein de choses. Bon, à voir. Et je me suis dit, justement, il y a la question du Giro. Giro, normalement, devait arriver là. Hein. Ben, non, je vais pas le jouer. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Je pense que j'aurais été en mesure de vous proposer un truc qui ressemblerait au Giro que je propose en ce moment avec l'Auto Soudal, mais en moins bien. Vous avez les petits comparatifs là, si Hagen peut être mis en parallèle avec Haru, si Wellens peut être mis en parallèle avec Moscone, si Ewan peut être comparé à Moschetti, etc., etc. Je n'ai pas de Thomas de Ghent, j'ai mis Rosa en face, mais je n'ai pas ça. Je me suis dit, pour proposer un truc qui soit un peu plus palpitant, et surtout investir 30 à 40 heures pour jouer plus monter un grand tour, j'ai envie que ça vaille le coup. Là, ça me semblait ne pas valoir le coup, surtout aussi rapproché du Giro de l'Auto Soudal. Et j'ai aussi envie de voir évoluer cette équipe. Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que Haru peut retrouver un niveau satisfaisant? Ou est-ce qu'on va être resté à 75-75 qui va nous foutre en l'air tous les espoirs possibles? Parce que j'estime qu'en dessous d'une certaine note, quand les notes physiques sont pas présentes, c'est quand même assez délicat. Hein. Voir aussi progresser les jeunes. En bref, j'ai trop de questions auxquelles je veux répondre et j'ai pas envie de perdre une quarantaine d'heures de jeu, plus de temps global pour proposer un Giro un peu, vous savez, mi-figue, mi-raisin, quoi. Pas super et finalement
Ça sert à rien il vaut mieux essayer de proposer des choses plus rigolotes, qu'on puisse découvrir aussi d'autres aspects du jeu. Et vous allez voir que là, on va pointer dans cet épisode sur un aspect du jeu sur lequel Cyanide a peu communiqué. J'ai dit peu parce qu'ils l'ont évoqué la question, mais ils ont peu communiqué pour dire qu'en fait c'est une vraie différence du jeu. C'est un truc qu'on avait abordé déjà avec la Movie Star, vous voyez le résultat. Du coup, 2 en 1, hein. On va regarder le résultat du Giro qui a été remporté par Bernal. Voilà, devant Pinot, Solaire. Bernal a éclaté le Giro. Hein, y a pas... Mais le top 10 est vraiment magnifique, hein, par contre. Hein. Un top 10 magnifique sur le Giro. Derrière, il y a eu un Tour de France remporté par Geraint Thomas. Donc là encore, pas scandaleux, hein, quand on voit Roglic, Dumoulin. Apparemment, la lutte a été belle, quoi, même s'il y a 2,46 à l'arrivée, c'est quand même énorme. Mais là encore, très joli, je trouve. Très joli, en tout cas, quand on le regarde comme ça. Après, on ne sait pas dans le détail, mais voilà. Euh, Ça m'a donné voilà, envie de voir la suite et évidemment, comme vous vous en doutez, de me projeter vers les transferts, les recrutements. Hein. Donc, je mets quand même les résultats parce que des fois, ça intéresse certains de savoir les résultats qu'il y a eu dans une partie. Moi aussi, ça m'intéresse. Je trouve ça toujours intéressant de voir ce que la Simu a pu donner. En l'occurrence, elle n'a pas donné des choses dégueulasses, loin s'en faut. Elle a plutôt donné des trucs sympathiques. Allez, à 2-3 détails près qu'on avait déjà évoqués, mais voilà. Donc, oui, Geoffrey Soupe, troisième du Tour des Flandres, c'est un peu surprenant, hein, vous me le concéderez, mais à part ça, allez, c'est pas si mal, hein, même Tige Benoît qui a gagné la Classica San Sébastien, c'est mythique. Donc, on passe au sponsor. Bien évidemment qu'on va garder le même. On va bénéficier d'une petite augmentation de budget parce que les résultats sont satisfaisants aux yeux du sponsor. Tout va pour le mieux. Et on va aussi s'occuper de recruter. Alors justement, je vous parlais d'un point crucial dans le jeu. Pour moi, il l'est, et peut-être encore plus que la question du moral ou que la question de l'adjoint. Ou vous voyez, il y a un point qui pour moi va au-delà de tout ça. C'est la question des points transfert. On n'avait pas ça dans les versions précédentes. Désormais, on a 60 points en tout et pour tout pour recruter. Mais ces 60 points ne sont pas remboursés une fois qu'une signature a été faite. Il y a même des augmentations de tarifs par moment. Vous voyez le petit Scarpone qui est monté à 10 points. Il me coûte très cher. Mais je vais aller sur cette piste-là. Vous avez vu que j'avais aussi pris contact avec quelques Français parce que c'est aussi ça la tendance de la partie. C'est l'ouverture à une deuxième nation, hein, pour ces ragazzi. Donc on trouvera une petite adaptation, mais on ouvre à la France. Voilà, on ouvre à la France, le pays voisin, un pays voisin en tout cas. On ouvre à des Français. On s'est intéressé à Scarponi avec lequel la négo a été quand même délicate. Il faut faire attention. Il y a ce petit Emilio Balan qui lui est un classic man. Hein, il est plutôt flandrien dans assez clairement, il est flandrien, donc toujours intéressant. On peut arriver à avoir une belle équipe de Flandriens dès l'année qui vient. J'y reviendrai, mais il peut apporter ce Emilio Balan. Il veut un statut qui me choque. Je suis assez choqué par le statut qu'il réclame. Je vais être obligé, vu les points que j'ai engagés déjà et qui sont non remboursables, de lui donner ce statut, mais ça me dérange énormément. Ça me dérange beaucoup d'avoir dû aller jusqu'à ça. Voilà, que vous voyez. Donc, tant pis, tant pis, tant pis. Il va falloir lui donner du coup un objectif, etc. Et le respecter, ne pas lui baisser son moral. À la limite, sur Flandrienne, c'est plus facile. Vous en mettez un sur Tour des Flandres, un autre sur Roubaix, et puis vous êtes tranquille en fait. Hein. Il y a ce petit Thibaut Loubet qui m'intéresse aussi, donc, pour parler des Français, justement, puisque c'est l'arrivée de Français dans cette équipe, et ce ne sera pas les derniers. Cette année, je vais en prendre que 3, mais dès l'année qui suit, je vise un très bon coureur français. Voilà. Il est dans l'équipe d'un très bon autre coureur français, peut-être que vous allez deviner facilement, peut-être qu'il peut même représenter le futur de cette équipe, ou bien être barré par son leader. À voir. En tout cas, je vise un certain David G.
hein, et je prépare le terrain en recrutant quelques Français. Voilà, elle va être franco-italienne. Peut-être qu'il y aura l'apparition d'une troisième nationalité par la suite. C'est pas du tout exclu, mais n'empêche que le projet est là. C'est développement. Voilà, on va essayer donc de jouer différemment sur cette carrière-là, à savoir de pas forcément suivre le calendrier de manière aussi linéaire que ce que je propose en temps normal, où j'ai tendance à quand même bien suivre, m'attarder sur pas mal de courses, etc. Il est possible qu'on aille assez rapidement franchir le nombre d'années, 2, 3, 4 années, pour voir un petit peu l'évolution des régènes, et en jouant à chaque fois peu de courses. Bon, je vous cache pas qu'il y a certaines courses que forcément je jouerai. Par exemple, Gianni Moscon s'était imposé là en 2020 sur l'Estrade Bianche. Je ne pense pas faire l'impasse sur l'Estrade Bianche. Bien sûr que j'irai les jouer, surtout qu'elles seront sûrement un objectif du sponsor, étant donné qu'on est italien et que cette course va être importante, hein, je pense. Elle était déjà sur nos objectifs cette année, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Voilà, donc quelques exemples de courses qu'on va aller disputer. Je pense que si on est invité à Roubaix, c'est pas sûr qu'on le soit, hein, mais si on est invité à Roubaix, bien sûr que je vais jouer Paris-Roubaix. Vous voyez, je vais aller vraiment sur des trucs bien bien ciblés, mais ensuite, ne pas trop m'attarder non plus pour le moment. Voir un peu l'évolution d'Haru. C'est sûr que si Haru récupère de la montagne, ça pourrait me dire, allez, ok, tu joues tel grand tour, un Tour de France de préférence, ou un Giro, hein, avec préférence égale, moins une Vuelta, parce que Haru a déjà gagné la Vuelta. Donc, et puis la Vuelta est toujours un peu moins passionnante sur le jeu que ne sont les deux autres grands tours. On a re-signé aussi, vous l'avez vu passer, Chima, et puis juste avant lui, Affini, parce que j'aimerais avoir Affini dans le projet, et aussi le presque jeune Matteo Fabro, donc de la Borans Gros IRL. Donc voilà, intéressant de constituer cette équipe. Vous voyez, j'ai pris des jeunes, je prolonge certains, et je serai obligé aussi de délaisser certains autres. Hein, donc il y aura aussi sûrement un mercato 2021 qui sera délicat, puisque je me retrouverai avec pas mal de cadres à prolonger. C'est le moment d'évoquer le cas de Moschetti. Je ne vais pas trop développer autour de Moschetti dans cette partie, puisque comme je le disais au préalable, Moschetti sera plutôt une des stars potentielles de la partie avec Trek. Voilà. On va me dire, ouais, mais pourquoi tu l'as pris alors? Ça servait à rien. J'avoue, j'ai déconné. J'ai déconné, j'aurais jamais dû le prendre en fait. Mais bon, là, il lui restait une année de plus de contrat. Voilà, je vais pas tricher ou éditer, etc. Je prends les choses telles que le jeu me les propose. Allez, Chipolette à 2-3 détails près, j'avoue. Parfois, j'édite pour des petits détails. Il se pourrait bien que le petit Scarponi n'ait pas son nom par hasard et que le petit Balan ne l'ait pas non plus par hasard, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je me cantonne à ça. Je veux pas aller plus loin que des petites éditions pour rendre le truc un peu plus amusant. Voilà, donc on est déjà à 15 à ce stade-là, puisque j'ai encore pas confirmé mes Français, hein. Il y avait une première phase où j'étais encore un tout petit peu dubitatif sur le fait d'ouvrir à la France, et je l'ai finalement fait, hein. C'est pour ça que je le dis quand même. Je cherchais en fait un troisième coureur avant de signer les deux autres, et j'ai eu de la chance, puisqu'il y a un petit Régène là aussi qui peut tout à fait faire l'affaire. Celui-là est plus axé sur les pavés, donc on a avec Balan et le jeune Thibaut Poupard, on a là de très bons coureurs potentiels. Je suis pas allé voir les potentiels. On verra ce que le scout nous dit un peu plus loin, enfin plus loin dans la partie, hein. Mais à mon sens, les deux là peuvent avoir quelque chose d'intéressant. C'est rare qu'un Regen qui a déjà 76 ou 75 en pavé s'avère dégueulasse par la suite. En général, il y a toujours un peu des notes de plaine, des notes de vallon, des notes d'endurance qui vont de pair avec cette note-là, mais bon, il y a aussi des exceptions. On va donc fonctionner à 18 coureurs pour 2021, avec la certitude d'être en country pro, pas en dessous, c'est sûr, et pas au-dessus, c'est quasiment sûr aussi à ce stade-là. Et j'ai simulé ensuite massivement jusqu'au championnat du monde. Vous allez voir un championnat du monde différent de celui que je vous ai déjà proposé. Pourtant, il est toujours sur profil suisse, hein, du coup, Martini, hein. Donc, c'est le vrai championnat du monde 2020. Et on a commencé par s'aligner déjà en ITT. Alors, c'est l'occasion de parler de Gianni Moscon. C'est pour ça que je l'ai fait. Il est
il est ce qu'il est dans la réalité avec des détracteurs, avec des personnes qui ne l'apprécient guère et peut-être qu'ils ont raison. En fait, c'est très subjectif. Moi, tout ce qui m'intéresse avec Jenny Moscon, c'est le potentiel qu'il représente sur Pro Cycling Manager. Voilà. Je trouve le garçon extrêmement intéressant sur ce jeu. Que ce soit d'ailleurs sur WorldDB, où il est totalement différent de là. Hein. Enfin, il est très différent. Il est moins puncher, etc. Il est beaucoup plus coureur endurant à la Pedersen aussi. Alors que là, il représente un vrai potentiel en punch, peut-être même sur la note de montagne pour accompagner. C'est un très bon rouleur. Et en fait, n'oublions jamais ce qu'est Gianni Moscon. Hein. Gianni Moscon, c'est quelqu'un qui a fait 5e de Paris-Roubaix en 2017, qui a été 2 fois top 5 au championnat du monde, excusez du peu, et qui a déjà fait podium sur le Tour de Lombardie. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup des coureurs en activité qui ont déjà été top 5 à Roubaix, top 3 en Lombardie et 2 fois top 5 des championnats du monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc son profil, je le trouve supra excitant, en fait. Voilà. C'est ce qui me subjugue le plus chez ce garçon. Hormis le fait que il est chez Sky et qu'on pourrait aussi commencer à discuter sur l'utilisation qui en est faite, sur l'évolution de sa carrière et tout. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être très intéressants sans tomber dans le débat classique ou les idées reçues autour de oui, il a poussé un tel, il a donné un coup de tête, il s'est fait exclure de ceci. Ouais, il y a eu des frasques, il y a eu des choses qui ne sont pas à son avantage à ce stade de sa carrière. Moi, j'ose juste espérer qu'un jour le sportif prenne le pas sur l'extra sportif, ou en tout cas les fautes comportementales. Voilà. Donc, championnat du monde avec un joli plateau. Je ne sais pas exactement pour qui jouer, mais j'en ai peut-être une petite idée. Parce que Moscon hérite d'un plus 4 supra chanceux. Et à plus 4, il est meilleur que Haru, hein, en gros. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut pas non plus mésestimer. J'ai des coureurs, certains, la forme du jour fait que un va être préféré à l'autre, hein, tout simplement. Hein. Et en plus, bon, bah, on connaît la propension malheureusement de l'IA à très mal préparer les coureurs qui n'appartiennent pas à votre équipe et que pourtant vous avez sélectionné depuis longtemps, puisque c'est quand qui se fait le choix déjà? C'est le 1er juillet, hein, quelque chose comme ça. 1er juillet, on présélectionne déjà. Donc il y aurait quand même moyen que l'IA nous les prépare un peu, mais c'est pas le cas. Hein, donc ça, on est habitué. On est habitué. Il y a eu un durcissement de la course 3 tours avant la fin qui était assez considérable déjà. Et vous allez voir que dans l'avant-dernière ascension, pardon, on va avoir comme ça, voilà, ici un départ qui va accélérer les choses. Ça va accélérer les événements. On va avoir, regardez, Lutsenko qui est parti, Kwiatkowski, Woods, Roglic, Tish Benoît. On a également Adam Yates. Bref, il y a du monde. Il y a aussi Lopez qui doit être dans le coup. Fatalement, regardez, il est là. Voilà. On voit Miguel Angel Lopez qui, ici, arrive. Donc, il a pris du retard hein, par rapport à certains. Est-ce que ça va être rédhibitoire ou est-ce que... Bah non, regardez, il a déjà recollé. Par contre, nous, c'est là qu'on est un peu dans le dur. On tape vraiment dans le dur sur ce passage-là. Donc l'avant-dernier tour où il y a eu comme ça attaque de certains favoris. J'ai préféré y aller en curseur, mais en fait, je crois que de toute façon, qu'on ait suivi l'attaque ou qu'on y aille en curseur, on se prenait un éclat. Et regardez, il y a de ce fait, allez, on va dire globalement 3 hommes devant, Kwiatkowski, Woods et Lopez. Et puis pour le reste, bah, c'est déjà un petit peu compliqué. C'est compliqué aussi parce que je n'ai pas Haru dans le même groupe que Moscon. Je vais pas attendre Fabio Haru, il n'y a personne pour le ramener non plus. C'est dommage qu'on n'ait pas pu être à deux en fait à ce stade-là, parce que ben, on se retrouve avec un Lutsenko qui a plus grand chose. Regardez, voilà, on va essayer pour Moscon, mais c'est pas évident du tout, du tout. Woods a été décramponné, ouais, c'était Yates, autant pour moi qui était parti à 3 avec Kwiatkowski et Lopez, mais allez, voilà. De toute façon, il y a un nom qui va émerger de ces championnats du monde, c'est Miguel Angel Lopez. C'est lui qui s'envole littéralement dans la dernière ascension. Et voilà, forme inouïe pour Lopez qui explose Kwiatkowski après avoir éliminé Yates. Bref, on a compris que le champion du monde sera colombien et il sera a priori chez Astana, quoique tiens, je sais pas s'il a pas signé ailleurs, mais je crois pas.
Je crois pas. Benoît avait tenté sa chance. On va essayer de se raccrocher. Roglic, c'est pareil, mais non, non, non. On a plusieurs coureurs comme ça en pourchasse. Il y avait Conrad aussi qui était présent, mais l'avance de Lopez paraît en tout cas à ce stade-là beaucoup trop importante. Nous, on est... Ah, il a manqué pas grand-chose. Il a fallu, à un moment donné, il aurait fallu basculer avec le bon groupe, et peut-être que certaines choses auraient été possibles en collaborant. En l'occurrence, non. Ce sera le top 10 pour Moscone, avec quand même une incertitude sur le vainqueur. Regardez pourquoi. Lopez est en train de planter totalement cette fin de championnat du monde. Il est en train de planter. Et il y en a un qui revient, regardez. Il y en a un qui revient. Hop là, c'est l'ami Kwiatkowski. Et il y avait 300 mètres de plus, il se faisait sauter, hein, Lopez. Hein. On n'est pas passé finalement si loin du deuxième titre en carrière pour Kwiatkowski sur les championnats du monde, mais c'était pas le cas. Donc, force à toi, Lopez. Tu nous impressionnes, quelle que soit la partie, très très fort. Et pourtant, il n'a pas les notes non plus de Bernal, par exemple. Hein. Bernal est beaucoup plus fort que Lopez hein, sur les notes, mais c'est plutôt Lopez qui éblouit plutôt que Bernal, en tout cas pour ce qui est de mes expériences à moi. Le Tour d'Émilie, voilà, j'aime bien cette épreuve-là aussi. C'est une épreuve qui est très intéressante et qui permet aussi de procéder à des tests avec des coureurs juste avant Milan-Turin et juste avant le clou qui est le Tour de Lombardie, voilà, le clou de la saison. Donc, on va se retrouver avec Alaphilippe présent, Adam Yates, Teuns. On a un joli plateau, hein. Miguel Angel Lopez est là aussi d'ailleurs, Davide Formolo, etc., etc. Il y a plein de coureurs plutôt forts et le plateau mérite le détour. Hein. On aperçoit le joli maillot de champion du monde sur le côté là, juste avant, de Lopez. Donc à partir de là, que faire? Eh ben, juste tester sur les montées successives en fait, parce que ce Tour d'Émilie, Giro dell'Emilia, il est très excitant en ce sens que vous avez comme ça l'arrivée qui est au sommet. Je sais pas si vous l'avez regardé la dernière fois en 2019, j'avais trouvé le final assez joli aussi. Il y a eu pas mal d'attaques et tout, même un tour avant la fin, les favoris qui se mettaient à l'amende et tout, c'était assez énorme. Hein. C'est une course qui est en préparation, en saison de préparation avec des semi-classiques comme ça italiennes. C'est une course qui est assez palpitante à regarder sur son final. Hein. Et je trouve qu'à jouer, elle est aussi assez excitante. Vous avez là aussi, l'antépénultième passage de cette difficulté avec Alaphilippe qui a bien montré le bout de son nez, Adam Yates également. On a comme ça de très bons coureurs qui sont présents. Quand vous apercevez un champion de Belgique, il s'agit de Thomas de Gent. C'est peut-être passé un peu rapidement, un peu plus tôt dans la vidéo, mais Thomas de Gent est le champion de Belgique en titre à ce stade-là de la partie. Regardez ici, on est mal, ça part et ça punch sans nous. Hein, vous voyez, donc il y a un petit trou qui se fait, 4 hommes qui ont l'air d'être un petit peu plus forts que les autres. On apercevait notamment Bauke Mollema dans le lot, avec Alaphilippe bien évidemment, Adam Yates. Ils ont une petite longueur d'avance, il faut essayer de reboucher tout ça par l'effort curseur. Ça relance tout le temps, ça attaque souvent, c'est très nerveux et c'est très délicat à gérer. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que on a tout sauf la garantie de gagner quoi que ce soit hein, sur ces courses-là, avec cette équipe-là. Donc à partir de la montée finale, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va se détacher? C'est Caruso hein, qu'on aperçoit avec le champion d'Italie. Hein. Caruso est champion d'Italie. Alaphilippe semble prendre une longueur d'avance. Il y a également Woods, Canadien Woods, qui a l'air d'être présent et nous on n'en peut plus. Voilà, nous on est battus, donc on a très bien compris, ça ne se jouera pas. C'est pas Woods, c'est Carcy, excusez-moi. On a très bien compris que ça se jouait sans nous l'histoire. Alaphilippe s'impose devant Carcy et devant Adam Yates. Voilà, un joli trio pour triompher là-haut. On notera Teuns, Moscone, etc., etc., Mollema. Il y a eu une jolie place pour Nance, Peters et ma foi, une course en tout cas qui mérite d'être vue, surtout que c'était un objectif du sponsor, donc au moins on n'a pas été trop ridicule sur ce coup-là. Milano-Torino, c'est parti, c'est la dernière de cet épisode. Elle est, et puis puisque je vous montrerai le Tour de Lombardie dans le prochain, au tout début,
On a là, et puis on fera tous les bilans de l'année également. Je veux pas déborder d'un certain timing en fait. Voilà, ça va faire 30 et quelques minutes. Il faut pas que j'aille trop loin. 200 km quasiment pour cette semi-classique excessivement ancienne. Il a eu, on est pas loin de la centaine d'éditions hein, pour Milan-Turin. Hein. C'est une course très ancienne, c'est une course historique du calendrier. Elle est d'ailleurs très prisée par les coureurs au vu du plateau, y compris dans le jeu. Mais dans la réalité, c'est également une course qui est très estimée par les uns et les autres. Elle est 1 HC celle-ci, hein, donc elle est quand même juste la catégorie en dessous du World Tour. Et elle est assez amusante puisqu'au final il y a une longue approche avant une première ascension qui débouche sur une jolie descente et une deuxième ascension de la même difficulté, sauf qu'il y a une différence. Lors de la deuxième ascension, c'est ici qu'on ira à gauche, voilà pour se disputer la victoire dans l'immédiat. On a plutôt bien résisté sur le premier passage et on va essayer de se positionner en bas le moins mal possible parce que les pourcentages sont très forts. On va essayer de se positionner le moins mal possible au début de cette ascension finale. Allez, c'est parti, on est pas mal placé. On est pas mal placé, il le faut, hein, parce que si on n'était pas placé comme ceci, c'était quasiment perdu. Vous voyez, par exemple, j'ai Haro qui a traîné malgré mes tentatives de le rapprocher. Il s'est fait passer devant, en fait, il frotte mal Haro, hein, c'est normal. Hein. C'est normal, me direz-vous. Moscon frotte beaucoup mieux, il était beaucoup mieux positionné à effort égal. Hein. Et Julien Alaphilippe, évidemment, a lancé les hostilités. Je dis évidemment parce que souvent Julien Alaphilippe est quand même assez offensif. Et là, en l'occurrence, c'est lui qui a pris le rôle de celui qui essayait de dynamiter la course. Lopez est dans les clous. On a Vlasov pas loin. On a Adam Yates qui peut éventuellement proposer quelque chose. Et non, c'est pas Vlasov qui va s'imposer là, c'est Fuglsang. Fuglsang, Adam Yates, Alaphilippe dans le désordre. Voici le trio. Et Gianni Moscon quand même quatrième. Voilà, ce sont des places d'honneur en fait. On est obligé déjà d'être heureux de choper quelques places d'honneur dans cette partie. Et ouais, on truste pas les victoires, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Pas l'impression d'avoir spécialement mal joué le coup. Hein. Je pense que c'était juste un petit peu trop difficile pour Gianni à ce stade-là. Donc, je vous dis à bientôt pour voilà la suite de cette partie avec donc ces nouvelles orientations. On commencera par le Tour de Lombardie. Après, on s'occupera de brièvement quelques bilans, récompenses et compagnie, et puis surtout se projeter vers la suite avec, allez, peut-être même l'Estrade Bianche déjà dès l'épisode qui suivra. Allez, bye bye, à plus.